quand vous regardez dans le détail les études publiées, vous êtes effrayé des biais présents dans toutes ces études. Et je vais vous dire, j'ai publié des critiques de chacune de ces études dans mes livres ou dans des articles scientifiques, et jamais personne n'est venu nous dire que nos chiffres étaient faux, que notre interprétation était fausse. Dans l'essai Jupiter, la première chose qui a sauté aux yeux de ces spécialistes, c'est l'âge des patients sélectionnés pour participer à l'étude. C'est ici. Leur âge médian est de 66 ans. Beaucoup trop jeune pour mesurer l'impact du Crestor sur les accidents cardiovasculaires. Contrairement à ce que l'on pense, c'est beaucoup plus tard dans la vie que les accidents cardiaques mortels interviennent. Ils se produisent entre 75 et 85 ans, les infarctus, essentiellement à 82 ans. Or, tous les essais cliniques, tous, sont faits sur des malades qui ont, combien? 60 à 65 ans. Ben, il n'y aura pas d'infarctus là, puisqu'ils se produisent 15 ou 20 ans après. AstraZeneca aurait-il volontairement sélectionné des patients moins âgés pour obtenir moins d'infarctus, donc des résultats plus favorables? En tout cas, à en croire les scientifiques de l'étude Jupiter, le Crestor serait un vrai remède miracle. Les experts en sont tellement convaincus qu'ils vont suivre les patients qui participent à l'étude en moyenne 1 an et 9 mois à peine, alors que le suivi devait durer 5 ans. Non, non, vous ne rêvez pas. C'est marqué ici, noir sur blanc. L'essai a été arrêté après un suivi moyen des patients de 1 an et 9 mois. Plutôt étrange, pour un médicament que les patients sont censés prendre toute une vie. Mais pourquoi un suivi moyen aussi court? Regardons ces courbes de résultats. En gris, la mortalité des patients sous Crestor. En noir, ceux qui sont traités avec un placebo. Si durant les 4 premières années, le nombre de morts semble moins élevé chez ceux qui prennent du Crestor, plus le traitement avance dans le temps, moins l'effet semble évident. On voit là, de manière évidente, qu'au bout d'une année, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Les deux courbes sont quasiment superposées. Et à l'autre extrémité, longue exposition, petit échantillon, vous avez à nouveau convergence des courbes. Et donc, pas de différence significative probablement à ce niveau-là aussi. Et donc la première chose que vous vous dites, il ne faut surtout pas arrêter l'étude, il faut la continuer pour avoir plus de données et savoir qu'est-ce qui se passe avec une durée d'exposition plus longue et un échantillon plus long. C'est évidemment ce qu'ils ont évité de faire. Ils ont arrêté, à mon avis, dans la précipitation parce qu'ils ont senti que les choses commençaient à mal tourner. Vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris? On va vous l'expliquer autrement. Prenons une course de chevaux. Imaginez que le jockey en violet, là, représente le groupe de patients sous Crestor, et celui en gris, le groupe sous placebo. Imaginez que dans un premier temps, le cheval Crestor fasse la course en tête. Et bim! On arrête l'étude. Eh bien évidemment, qui c'est qui gagne? C'est le Crestor. Sauf que si on poursuit l'étude, pas sûr que le résultat soit le même. Cet arrêt prématuré n'a pas échappé à certains experts de la FDA, le gendarme américain du médicament. Dans ce rapport, ils notent d'ailleurs que sur la fin, le resserrement des courbes pose question quant à l'efficacité à long terme du Crestor. Les bénéfices sur la mortalité du Crestor par rapport au placebo ne sont pas clairement établis. Les Américains ont dit, mais attendez, là, c'est une erreur manifeste, c'est une falsification scientifique d'arrêter l'étude à ce moment-là.